J'ai entendu ma sœur rire au téléphone. Elle est tellement bête, elle n'a aucune idée qu'on la vole depuis 5 ans, disait Jennifer. Maman a ricané en retour. Prendre de l'argent à l'idiote de la famille, c'est facile. La voix de papa a ajouté, elle ne s'en rendra jamais compte. Trop stupide pour vérifier ses comptes. Je suis restée silencieuse dans la pièce d'un accent grave côté, enregistrant chaque mot. Mais quand ils sont tous entrés dans le bureau de mon avocat pour ce qu'ils pensaient être une réunion de famille, ils se sont figés de terreur. Je m'appelle Émilie, et j'avais l'habitude de croire que la famille était ce qu'il y avait de plus important. Je pensais que les personnes avec qui je partageais mon sang ne me trahiraient jamais, ne me blesseraient jamais intentionnellement, et certainement ne me voleraient jamais en riant dans mon dos. J'avais tort sur beaucoup de choses, mais je n'ai jamais eu tort sur ma capacité à planifier la vengeance parfaite. Tout a commencé un mardi soir en mars. J'étais rentré plus tôt de mon travail chez la firme Ethan Etting, où je travaillais en tant que directrice de compte senior. La maison était calme, du moins c'est ce que je croyais. Mes parents, Michael et Linda, me laissaient séjourner dans leur dépendance derrière la propriété principale pendant que j'économisais pour un acompte sur ma propre maison. À 28 ans, je me débrouillais bien financièrement, mais le marché immobilier dans notre ville était brutal, et je voulais acheter quelque chose de substantiel plutôt que de me contenter d'une première maison. Ma sœur, Jennifer, de 2 ans ma cadette, vivait toujours dans la maison principale avec nos parents. Elle n'avait jamais déménagé, prétendant qu'elle économisait de l'argent tout en travaillant à temps partiel dans une boutique locale. J'ai toujours pensé que c'était mignon à quel point notre famille était proche, comment nous nous soutenions tous dans les bons et les mauvais moments. J'étais tellement idiote. J'avais oublié le chargeur de mon ordinateur portable dans la maison principale et je suis discrètement entré par la porte arrière pour le récupérer. C'est alors que j'ai entendu la voix de Jennifer venant de la cuisine, vive et animée comme elle l'était quand elle était particulièrement contente de quelque chose. Elle est tellement bête, elle n'a aucune idée qu'on la vole depuis 5 ans, disait Jennifer, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je me suis figé dans le couloir, mon cœur a immédiatement commencé à battre la chamade. Elle ne pouvait pas parler de moi. Il devait y avoir une autre explication. Mais ensuite, j'ai entendu la voix de ma mère, ce ricanement familier qu'elle faisait quand elle trouvait quelque chose de particulièrement amusant. Prendre de l'argent à l'idiote de la famille, c'est facile, a dit Linda, et je pouvais l'entendre rire. Elle nous donne juste ces informations financières chaque fois qu'on le demande. Oh, peux-tu m'aider à créer ce compte? Peux-tu être mon contact d'urgence pour cet investissement? Elle nous a pratiquement supplié d'avoir accès à tout. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de comprendre ce que j'entendais. Elle ne s'en rendra jamais compte, trop stupide pour vérifier ses comptes, est venue la voix de mon père. Le ton grave de Michael portait cette même satisfaction amusée. 28 ans, et elle laisse toujours papa et maman gérer ses finances compliquées. La meilleure arnaque qu'on ait jamais faite. La pièce a commencé à tourner. J'ai eu l'impression que j'allais vomir, mais je me suis forcée à rester silencieuse, à continuer à écouter. J'avais besoin d'entendre tout. Combien avons-nous pris ce mois-ci, a demandé Jennifer. Environ 3 000 de son épargne, a répondu Linda, plus les 500 habituels de son compte courant. Et Michael a transféré 2 000 de plus de son compte d'investissement sur notre compte joint. Cela fait presque 11 000 ce mois-ci. Jennifer avait l'air impressionnée. On s'améliore. L'entraînement rend parfait, a dit Michael. Et le mieux, c'est qu'elle est tellement reconnaissante pour notre aide. La semaine dernière encore, elle m'a remercié de gérer si bien ses finances et a dit qu'elle se sentait tellement en sécurité en sachant qu'on veillait sur elle. Ils ont tous éclaté de rire. J'ai discrètement sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir stable, mais j'ai réussi à capturer le reste de leur conversation. Je me sens presque mal parfois, a dit Jennifer, bien qu'elle ne semblait pas du tout se sentir mal. Elle travaille si dur à ce travail, et elle parle toujours d'économiser pour une maison. S'il vous plaît, a raillé Linda. Elle gagne plus d'argent que nous tous réunis. Elle peut se permettre de partager un peu avec sa famille. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent de toute façon? Acheter une maison chic et nous oublier? Exactement, a convenu Michael. De cette façon, l'argent reste dans la famille. On ne fait que redistribuer la richesse. Et financer mes envies de shopping, a ajouté Jennifer avec un rire. Ces sacs de créateurs ne s'achètent pas tout seuls. Ou nos vacances en Europe le mois prochain,
a renchéri Linda. Grâce aux contributions d'Emily, on peut se permettre de voyager en première classe. Ma vision commençait à se brouiller avec les larmes, mais j'ai continué à enregistrer. J'avais besoin de chaque mot de ceci. On devrait probablement ralentir un peu, a dit Michael pensivement. On ne veut pas être trop gourmand et qu'elle s'en aperçoive. Tu plaisantes, a ri Jennifer. Elle n'a rien remarqué depuis 5 ans. Elle ne va pas commencer à faire attention maintenant. D'ailleurs, elle est tellement occupée avec le travail et ce stupide petit ami qu'elle a. Ethan n'est pas si mal, a dit Linda. Il est bien, mais il est aussi ignorant qu'elle, a répondu Jennifer. Le match parfait, vraiment. 2 personnes qui sont trop confiantes pour leur propre bien. Ils ont parlé pendant encore 10 minutes de leurs prochaines vacances, de la nouvelle voiture que Linda voulait acheter et des projets de Jennifer de quitter son travail puisqu'ils avaient une source de revenus si fiable. Chaque mot était comme un couteau dans ma poitrine. Finalement, j'ai entendu des chaises racler le sol, et je me suis rapidement faufilé par la porte arrière. Je me suis assise dans ma voiture dans l'allée pendant 20 minutes, juste à pleurer et à écouter l'enregistrement encore et encore. 5 ans. Il me volait depuis 5 ans. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon petit ami Ethan dans un état second. Ethan et moi étions ensemble depuis 2 ans, et c'était la personne la plus gentille et la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Si quelqu'un savait quoi faire, ce serait lui. Emily, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé dès qu'il a vu mon visage. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je lui ai fait écouter l'enregistrement sans dire un mot. J'ai regardé son expression changer de la confusion au choc, puis à la rage pure. C'est salaud, a-t-il dit quand c'est fini. Emily, c'est du vol, c'est de la fraude. Tu dois appeler la police tout de suite. Je ne peux pas, ai-je dit, pleurant toujours. C'est ma famille. Ce sont des criminels, a dit Ethan fermement. La famille ne vole pas la famille. La famille ne rit pas de la trahison de quelqu'un qu'elle est censée aimer. Il avait raison, bien sûr, mais l'idée d'envoyer mes parents et ma sœur en prison me rendait malade. Laisse-moi réfléchir, ai-je dit. J'ai besoin de savoir exactement combien ils ont pris en premier. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de réécouter l'enregistrement, d'entendre leur rire, de me rappeler toutes les fois où ils m'avaient aidé avec mes finances, chaque anniversaire où ils m'avaient offert des cadeaux coûteux, chaque vacances qu'ils se permettaient d'une manière ou d'une autre avec leurs revenus modestes, chaque fois que Jennifer se présentait avec un nouveau sac à main de créateur. Tout était payé avec mon argent. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et j'ai passé toute la journée à examiner mes relevés financiers. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas seulement les montants mensuels qu'ils avaient mentionnés. Il y avait d'innombrables petits retraits, transferts et frais que je n'avais jamais remis en question parce que je leur faisais entièrement confiance. De l'argent transféré pour payer des urgences familiales qui ne semblaient jamais se concrétiser en véritables urgences, des comptes d'investissement qui étaient censés croître mais qui n'augmentaient jamais en valeur, des cartes de crédit que je les avais autorisées à utiliser pour les courses et les dépenses du ménage qui montraient des frais dans des restaurants haut de gamme et des magasins des luxe. À la fin de la journée, j'avais calculé qu'ils m'avaient volé environ 847 000 $ au cours des 5 dernières années. Près d'1 million de dollars. Je suis resté assise à regarder le nombre sur l'écran de mon ordinateur, me sentant engourdi. C'était ma maison, c'était mon avenir, c'était ma sécurité financière, et ils avaient tout pris en me traitant d'idiote dans mon dos. J'ai appelé Ethan et je lui ai demandé de venir. Quand je lui ai montré les calculs, il est devenu pâle. Emily, ce n'est pas seulement du vol, a-t-il dit calmement. C'est du grand vol, c'est de la fraude criminelle. C'est assez d'argent pour les mettre à l'abri pendant des décennies. Je sais, ai-je dit, et je sais exactement ce que je vais faire à ce sujet. Les prochaines semaines ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai dû continuer à vivre derrière leur maison, à les voir tous les jours, à faire comme si rien n'avait changé. J'ai dû sourire quand ils me demandaient comment allaient mes économies, hocher la tête quand ils me donnaient des conseils financiers et les remercier quand ils proposaient de m'aider avec mes comptes. Chaque matin ressemblait à une représentation. Je me réveillais, je prenais une douche, je m'habillais pour le travail et je passais devant la maison principale où vivaient mes voleurs. Parfois, je voyais ma mère arroser ses fleurs, des fleurs qui étaient probablement payées avec mon argent, et elle me saluait gaiement et me demandait comment allait ma journée. Je lui rendais son salut et je lui disais que tout allait bien, tout en ayant envie de crier. Le plus difficile était le dîner. 3 fois par semaine,
ma famille dînait ensemble, une tradition qui remontait à mon enfance. J'avais toujours aimé ces dîners, la façon dont nous nous asseyions autour de la table et partagions des histoires sur nos journées, rions des blagues terribles de mon père et planifions des activités de week-end ensemble. Maintenant, être assise à cette même table me semblait une torture. « Émilie, tu sembles distraite ces derniers temps », a dit ma mère lors d'un dîner particulièrement difficile. « Est-ce que tout va bien au travail ?»« Juste occupé », ai-je répondu, coupant dans le steak qui était probablement acheté avec de l'argent volé à mon compte d'investissement. Nous travaillons sur une grosse campagne pour un nouveau client. « C'est merveilleux, ma chérie », a dit mon père. Le travail acharné porte ses fruits. Ton dévouement à ta carrière est vraiment admirable. L'ironie était suffocante. Il était là à louer mon éthique de travail alors qu'il volait systématiquement les récompenses de ce travail. En parlant de travail, a renchéri Jennifer, je pense à quitter mon emploi à la boutique. Je ne suis plus vraiment passionné par la vente au détail. Qu'est-ce que tu ferais à la place, ai-je demandé, bien que je soupçonnais que je connaissais déjà la réponse. Peut-être prendre le temps de comprendre ce que je veux vraiment faire, a-t-elle dit en haussant les épaules. J'ai économisé de l'argent pour pouvoir prendre une pause et explorer mes options. Économiser de l'argent ? Mon argent. Cela semble être une excellente occasion de découverte de soi, a dit ma mère avec encouragement. Il est important de suivre ses rêves. Je me suis excusé tôt ce soir-là, en prétendant que j'avais du travail à finir. De retour dans la dépendance, je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ces personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement m'avaient transformé en leur guichet automatique personnel, et elles étaient tellement à l'aise avec leur vol qu'elles pouvaient s'asseoir en face de moi et parler de dépenser mon argent pour leurs rêves. Mais j'étais occupé. J'étais très occupé. Le jeu d'acteur est devenu plus facile au fil des semaines, en partie parce que je canalisais mon énergie dans mon enquête et en partie parce que je découvrais un côté de moi que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais toujours été direct et honnête dans mes relations avec les gens, parfois à l'excès, mais maintenant j'apprenais à être calculatrice, patiente et stratégique. J'ai commencé à faire plus attention à leurs habitudes de dépenses. Quand Jennifer rentrait à la maison avec des sacs de shopping, je lui demandais nonchalamment ce qu'elle avait acheté. Quand mes parents mentionnaient qu'ils sortaient dîner, je leur demandais quel était le restaurant. J'ai commencé à comprendre exactement comment mon argent volé était dépensé, et cela me rendait furieuse. Un samedi, j'ai suivi Jennifer au centre commercial. Je suis resté assez loin pour qu'elle ne me remarque pas, mais assez près pour voir où elle allait et ce qu'elle achetait. En 3 heures, elle a dépensé plus de $2000 dans divers magasins, une nouvelle robe chez Nordstrom, des chaussures chez Jimmy Choo, un sac à main chez Coach et des bijoux chez Tiffany. Elle a tout payé avec des cartes de crédit qui, j'en étais maintenant certaine, étaient liées à mes comptes. Ce même week-end, j'ai découvert que mes parents avaient réservé une croisière pour le mois suivant. Ils l'ont mentionné avec désinvolture lors du brunch du dimanche, en parlant de leur enthousiasme à l'idée de voir la Méditerranée. La croisière était pour 2 semaines et coûtait $15 000 pour une suite avec balcon. Ça a l'air cher, ai-je dit prudemment. Nous avons économisé pendant des années, a répondu mon père. Ta mère mérite de belles vacances après tout son dur labeur. Ma mère travaillait à temps partiel dans un organisme sans but lucratif local et gagnait peut-être $25 000 par année. Mon père était semi-retraité et effectuait des travaux de consultation occasionnels qui rapportaient peut-être $30 000 par année. Il n'y avait aucun moyen pour eux de se permettre une croisière à $15 000 avec leurs revenus légitimes, mais ils pouvaient se le permettre avec les miens. J'ai commencé à tout documenter. J'ai tenu un journal détaillé de chaque conversation, de chaque achat que j'observais, de chaque mention d'argent ou de dépenses. J'ai pris des photos des reçus laissés dans la maison, des captures d'écran de leurs publications sur les médias sociaux montrant des repas et des activités coûteux, et des copies de tout document financier que je pouvais trouver. La preuve la plus accablante provenait du bureau à domicile de mon père. Un soir où ils étaient tous sortis dîner, je me suis introduite dans la maison principale et j'ai fouillé dans son bureau. Ce que j'ai trouvé était un trésor de documentation montrant toute l'étendue de leur vol. Il y avait des relevés bancaires pour des comptes dont je ne connaissais pas l'existence, tous à mon nom, mais avec mes parents répertoriés comme utilisateurs autorisés. Il y avait des documents d'investissement avec ma signature falsifiée, des relevés de cartes de crédit pour des cartes que je n'avais jamais demandées, et des documents de prêt où mon identité avait été utilisée comme garantie. Mais la découverte la plus choquante a été un cahier manuscrit où mon père avait suivi leur vol. Il était organisé par mois et par année,
avec des entrées détaillées montrant exactement combien ils avaient pris de chacun de mes comptes et ce qu'ils avaient dépensé. Le cahier remontait à 5 ans, confirmant mes calculs initiaux. Selon les dossiers méticuleux de mon père, il m'avait volé exactement 847 327 $ en 5 ans. J'ai photographié chaque page de ce cahier, mes mains tremblant alors que je tournais les pages. Les entrées étaient écrites de la belle écriture de mon père, avec des notes comme « Chèque d'Émilie, 800 $ pour le loyer de Jennifer » et « Compte d'investissement, 5000 $ pour la compte de croisière » et « Carte de crédit, 1200 $ pour de nouveaux meubles de salon ». Ils traitaient mon argent comme leur fonds secret personnel, et ils tenaient des registres détaillés de chaque vol. Les pires entrées étaient celles avec des commentaires personnels. Émilie a demandé des nouvelles de son rendement des placements aujourd'hui. Lui a dit que les années étaient en baisse et était écrit à côté d'un retrait de 10 000 $ de mon compte de retraite. Émilie a mentionné vouloir acheter une maison bientôt. Besoin de ralentir les retraits pendant quelques mois a été noté à côté d'un mois où il n'avait volé que 3 000 $ au lieu de leurs 8 000 $ habituels. Il ne se contentait pas de me voler, il sabotait activement ma planification financière et me mentait en face à ce sujet. J'ai passé 3 heures dans ce bureau, à photographier des documents et à faire des copies de tout ce qui pourrait être utile comme preuve. Au moment où je suis parti, j'avais suffisamment de documents pour prouver le vol, la fraude, le vol d'identité et le complot, mais je n'avais pas encore fini. La prochaine phase de mon enquête impliquait la technologie. Ethan avait un ami qui travaillait dans la cybersécurité, et il m'a aidé à installer un logiciel de surveillance sur l'ordinateur de la maison principale. Le logiciel était indétectable et suivrait toute l'activité bancaire en ligne, les communications par courriel et les recherches sur Internet. En une semaine, j'avais capturé des dizaines de sessions bancaires en ligne où mes parents accédaient à mes comptes, transféraient de l'argent et effectuaient des paiements en utilisant mes fonds. J'avais des copies de courriels entre les membres de ma famille discutant de leurs plans de dépenses et de leurs stratégies pour éviter d'être détectés. J'avais même un historique de navigation montrant qu'ils avaient fait des recherches sur la façon de falsifier des signatures et si des documents de procuration financière pouvaient être créés sans la connaissance du mandant. Les échanges de courriels étaient particulièrement accablants. Dans une conversation entre mes parents, ma mère a écrit « Nous devrions probablement créer une piste de papier montrant qu'Émilie nous a donné la permission de gérer ses comptes au cas où elle se méfierait. » Mon père a répondu « Bonne idée. Je vais rédiger quelque chose et le antidater. » Dans un autre échange, Jennifer avait envoyé un courriel aux 2 parents en disant « Pouvez-vous augmenter mon allocation mensuelle ? Je veux acheter une nouvelle voiture, et 2000 $ par mois ne suffisent pas à couvrir mes dépenses plus un paiement de voiture. » Mon père a répondu « Nous pouvons l'augmenter à 3000 $, mais tu dois faire plus attention à tes dépenses. Nous ne voulons pas qu'Émilie remarque des retraits importants et irréguliers. » Ils avaient créé tout un système pour me voler, avec des budgets, des allocations et une planification stratégique, et ils avaient tout documenté par écrit. La dernière pièce de preuve dont j'avais besoin était une preuve de leur situation financière actuelle. S'ils prétendaient pouvoir rembourser l'argent, je voulais savoir exactement quels actifs ils possédaient et si ces actifs avaient été achetés avec mes fonds volés. Cela nécessitait une enquête créative. J'ai engagé une enquêtrice privée nommée Rebecca Torres, qui s'était spécialisée dans la recherche d'actifs et les enquêtes financières. Rebecca a pu déterminer la valeur actuelle de la maison de mes parents, de leur voiture, de leur compte d'investissement et de tout autre actif important. Son rapport a montré que ma famille avait une valeur nette totale d'environ 890 000 $, dont la plupart étaient liés à leur maison et à leur voiture. Mais plus important encore, elle a pu retracer la source des fonds pour la plupart de leurs achats importants. L'acompte sur leur maison provenait d'un transfert de mon compte d'épargne. Leur voiture avait été achetée avec des prêts qui utilisaient mon crédit comme garantie. Même leurs meubles et appareils électroménagers avaient été achetés avec des cartes de crédit liées à mes comptes. Ils avaient construit tout leur style de vie sur l'argent volé. L'enquête de Rebecca a également révélé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ils avaient déjà du mal à maintenir leur style de vie actuel malgré l'accès à mes comptes. Ils avaient des dettes importantes sur leurs cartes de crédit personnelles et avaient manqué plusieurs paiements sur leurs propres obligations. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, même avec l'argent qu'ils me volaient. Cette information était cruciale pour ma stratégie juridique. Cela signifiait que même s'ils voulaient me rembourser, ils n'avaient pas les ressources pour le faire. Toute restitution les obligerait à liquider la plupart de leurs actifs et à réduire considérablement leur style de vie. Forte de toutes ces preuves, j'étais prête à aller de l'avant avec les procédures judiciaires. Tout d'abord, j'ai engagé une experte comptable judiciaire.
Margaret Chen a été recommandée par un ami qui travaillait dans l'enquête sur les crimes économiques, et elle était exactement ce dont j'avais besoin, minutieuse, discrète et impitoyable. Je lui ai donné accès à tous mes dossiers financiers et je lui ai demandé de documenter chaque transaction frauduleuse. C'est considérable, a-t-elle dit après avoir tout examiné. Quiconque a fait ça a été très systématique. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont eu 5 ans pour perfectionner leur système, ai-je répondu. Le rapport de Margaret était dévastateur. Elle avait retracé chaque dollar volé, chaque signature falsifiée, chaque transfert non autorisé. Elle avait des documents montrant que ma famille avait utilisé mes informations personnelles pour ouvrir des cartes de crédit à mon nom, avait falsifié ma signature sur des documents d'investissement et avait systématiquement vidé mes comptes tout en faisant croire à une gestion financière légitime. Ensuite, j'ai engagé un avocat. David Rodriguez était associé dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville, et sa spécialité était les crimes financiers. Il était cher, mais compte tenu de la somme d'argent que j'essayais de récupérer, l'investissement avait du sens. Voulez-vous poursuivre cela au criminel ou au civil, a-t-il demandé après avoir examiné le rapport de Margaret. Les deux, ai-je dit sans hésitation. Cela va être un processus très public et très désordonné, a-t-il averti. Êtes-vous préparé à cela? Ils ont ri en me traitant d'idiote, ai-je dit. Ils m'ont traité de trop stupide pour m'en rendre compte. Voyons à quel point ils se croient intelligents quand ils seront menottés. David a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Je vous aime déjà. Pendant que Margaret et David travaillaient sur les aspects juridiques, je me suis concentré sur la collecte de preuves. J'ai installé un petit appareil d'enregistrement dans la maison principale, ce qui était techniquement légal puisque j'étais résidente de la propriété. J'ai documenté chaque conversation que je pouvais sur leur situation financière, leurs habitudes de dépenses et leur vol continu de mes comptes. J'ai également commencé à tenir un blog détaillé de leur comportement, les nouveaux achats de Jennifer, les projets de vacances de mes parents, toute mention d'argent ou de finances. J'ai pris des photos des reçus laissés dans la maison, documenté les achats coûteux et les ai même suivis lors de certains de leurs voyages de magasinage. Mon enquête a pris une tournure inattendue lorsque j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. En parcourant les documents financiers que j'avais photographiés dans le bureau de mon père, j'ai trouvé une série de papiers qui révélaient la véritable portée de leur trahison. Cachés dans un dossier manille étiqueté et documents fiscaux se trouvaient des factures médicales, mes factures médicales. Il y a 4 ans, j'avais eu un accident de voiture qui avait nécessité une intervention chirurgicale et une physiothérapie intensive. Mon assurance avait couvert la plupart des coûts, mais il y avait eu des dépenses importantes que je pensais que mes parents m'avaient aidé à payer. La vérité était bien pire. Selon les documents, mes parents avaient intenté une action en justice contre la compagnie d'assurance de l'autre conducteur en mon nom, réclamant des dommages pour perte de salaire, douleur et souffrance, et dépenses médicales futures. Ils m'avaient convaincu de signer des documents d'assurance après l'accident, mais ce que j'avais réellement signé, c'était des documents de procuration, leur donnant le pouvoir de régler les affaires juridiques en mon nom. Le règlement avait été de 185 000 $. Je n'avais jamais vu un sou de cet argent. Lorsque j'ai posé des questions sur l'état de la poursuite des mois après l'accident, ils m'ont dit que l'affaire était toujours en suspens et que ces choses prenaient des années à se résoudre. Mes parents avaient utilisé des documents de procuration légitimes que j'avais signés sans le savoir pour régler la réclamation et garder les 185 000 $ pour eux. Selon les documents, le règlement avait été conclu il y a 2 ans, mais ils m'avaient dit que l'affaire était toujours en cours. L'argent du règlement avait été déposé directement dans un compte dont je n'avais aucune connaissance, et de là, il avait été utilisé pour payer leurs vacances européennes l'année précédente, la voiture de Jennifer et divers autres achats de luxe. J'étais assise dans ma voiture devant un café, à regarder les documents de règlement, me sentant comme si j'allais être malade. Ce n'était plus seulement du vol, c'était du vol d'identité, de la fraude à l'assurance et de la contrefaçon. Ce sont des crimes fédéraux qui peuvent entraîner des décennies de prison. Mais il y avait plus. Dans le même dossier, j'ai trouvé des preuves qu'ils avaient fait rediriger mon courrier financier vers une boîte postale qu'ils contrôlaient. Il y avait des copies de relevés bancaires, de rapports d'investissement et de documents fiscaux que je n'avais jamais reçus. J'ai découvert qu'ils avaient contacté chaque institution financière, prétendant que j'avais déménagé et fournissant la boîte postale comme ma nouvelle adresse. Ils interceptaient des documents financiers essentiels depuis 2 ans, ce qui expliquait pourquoi je recevais parfois des relevés incomplets ou devais demander des doubles de formulaires fiscaux. La liste était longue, relevés bancaires, rapports d'investissement,
documents d'assurance, formulaires fiscaux et même la correspondance du service des ressources humaines de mon employeur concernant mon compte 401K. Ils interceptaient systématiquement tout courrier susceptible de révéler leur vol ou de me fournir des informations précises sur ma situation financière. Mon enquête avait mis au jour une entreprise criminelle qui allait bien au-delà du simple vol. Ils avaient créé un système sophistiqué de fraude qui impliquait le vol d'identité, la fraude postale, la fraude à l'assurance, la fraude fiscale et l'exploitation financière systématique. Le montant total qu'ils m'avaient volé était maintenant de 1 032 327 $, les 847 327 $ initiaux plus le règlement de 185 000 $. J'ai appelé Ethan immédiatement et je lui ai demandé de me rencontrer. Quand je lui ai montré les documents de règlement et que je lui ai expliqué la redirection du courrier, il est resté sans voix. « Emily, a-t-il dit finalement, c'est bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ce n'est pas simplement un abus financier familial, c'est du crime organisé. Je le sais. Et je vais m'assurer qu'il paie pour chaque centime volé. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repenser à toutes ces fois, au cours des dernières années, où j'avais été confuse au sujet de mes finances. Il y avait eu des anomalies dans mes comptes que je ne pouvais pas expliquer, des relevés manquants qui ne sont jamais arrivés et des performances d'investissement qui semblaient incompatibles avec les conditions du marché. J'avais toujours supposé qu'il s'agissait simplement de la confusion normale qui accompagne la gestion de plusieurs comptes et investissements. J'avais fait confiance à mes parents lorsqu'ils m'avaient dit que les marchés étaient volatiles, que mes investissements se comportaient comme prévu et que je ne devais pas me soucier des détails tant que la tendance générale était positive. Maintenant, je comprenais que chaque question que j'avais posée était une menace pour leur système. Chaque fois que je m'étais interrogé sur un relevé manquant ou un solde de compte déroutant, ils s'étaient empressés de créer des explications qui m'empêcheraient d'enquêter davantage. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a environ 1 an, lorsque j'avais mentionné mon désir de consolider mes comptes pour les rendre plus faciles à gérer. Mon père l'avait fortement déconseillé, affirmant que la diversification était importante et que le fait d'avoir des comptes dans plusieurs institutions était une stratégie financière intelligente. À l'époque, j'avais pensé qu'il était protecteur et sage, maintenant, je réalisais qu'il protégeait sa capacité à me voler. Je me suis également souvenu de plusieurs occasions où j'avais essayé d'accéder à mes comptes en ligne et où on m'avait dit que mon mot de passe était incorrect. Lorsque j'ai appelé les banques pour réinitialiser mes mots de passe, on m'a dit que les questions de sécurité avaient été modifiées récemment. Mes parents avaient changé mes mots de passe et mes questions de sécurité pour m'empêcher d'accéder à mes propres comptes. Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ils avaient manipulé ma vie financière. Ils avaient intercepté mon courrier, changé mes mots de passe, falsifié mes signatures, déposé des déclarations de revenus frauduleuses et même réglé des litiges juridiques en mon nom, tout en maintenant la façade de membres de la famille aimants et solidaires qui m'aidaient à gérer mes finances. C'est au cours d'une de ces séances de surveillance que j'ai surpris la conversation qui a scellé leur sort. J'étais assise dans un café en face de la bijouterie où Jennifer faisait ses courses quand je l'ai vue sortir avec un sac de chez Tiffany et compagnie. Elle était au téléphone et, en passant devant la fenêtre où j'étais assise, j'ai pu entendre sa conversation. « Je viens d'acheter les plus belles boucles d'oreilles en diamant, disait-elle. 4 000 $, mais bon, ce n'est pas mon argent, n'est-ce pas ?» Elle a ri de ce que la personne à l'autre bout du fil a dit. « Bien sûr, ça vient du compte d'Emily. Mon Dieu, elle est tellement stupide. Elle a même remercié papa hier de tenir ses comptes organisés. Si seulement elle savait qu'il organisait l'argent directement dans nos poches. » Encore des rires. « Nous pensons acheter une deuxième maison, a-t-elle poursuivi, quelque chose au bord de la mer. Nous lui avons pris assez d'argent au fil des ans pour pouvoir nous permettre un bel acompte. Le meilleur, c'est qu'elle nous remerciera probablement pour l'opportunité d'investissement familial quand nous lui en parlerons. » J'ai enregistré chaque mot. Ce soir-là, j'ai appelé David. « Je suis prête à aller de l'avant, lui ai-je dit. Je veux porter plainte, intenter le procès civil et récupérer chaque centime qu'ils ont volé. » « Êtes-vous absolument certaine ?» a-t-il demandé. « Une fois que nous aurons commencé ce processus, il n'y aura plus de retour en arrière. Votre relation avec votre famille sera terminée. Ma relation avec ma famille s'est terminée le jour où ils ont décidé de me voler et d'en rire, ai-je répondu. Détruisons-les. » Le plan de David était d'une beauté simpliste. Il allait inviter ma famille à son bureau sous le prétexte d'une réunion de planification financière familiale. J'avais mentionné à mes parents que je pensais apporter des changements à mes arrangements financiers et que je voulais les inclure dans la discussion, puisqu'ils avaient été si utiles au fil des ans. « C'est une excellente idée, »
ma chérie, avait dit ma mère quand j'en avais parlé. Nous serions ravis de vous aider à planifier votre avenir. Absolument, avait acquiescé mon père. Nous voulons nous assurer que vous prenez des décisions intelligentes avec votre argent. Jennifer avait été tout aussi enthousiaste. C'est tellement intelligent de ta part de nous inclure, avait-elle dit. Nous savons combien tu as du mal avec les trucs financiers. Si seulement il savait. La réunion était prévue un vendredi après-midi. David avait pris des dispositions pour qu'un sténographe judiciaire soit présent, ainsi qu'un détective de la brigade financière. Margaret serait là avec son rapport d'expertise comptable, et moi, je serais là avec mes enregistrements et 5 années de preuves documentées. J'ai à peine dormi la nuit précédente. Je n'arrêtais pas de penser à quel point ma vie aurait pu être différente si je n'avais jamais découvert leur trahison. J'aurais continué à travailler et à économiser, sans jamais comprendre pourquoi je ne semblais pas progresser financièrement. J'aurais continué à leur faire confiance, à demander leur aide, à les remercier pour leur soutien. J'aurais été leur victime pour toujours. Mais plus maintenant. Je suis arrivé au bureau de David 30 minutes en avance. La salle de conférence était parfaitement aménagée, une longue table avec des chaises d'un côté pour ma famille et des chaises de l'autre côté pour moi, David, Margaret et le détective Johnson. Le sténographe judiciaire était installé dans un coin et il y avait des caméras positionnées pour tout enregistrer. « Êtes-vous prête à ça ?» a demandé David. « Je suis prête depuis des mois » ai-je répondu. Ma famille est arrivée exactement à l'heure. Ils étaient tous bien habillés, mes parents dans leurs plus beaux vêtements de travail, Jennifer dans une nouvelle robe qui coûtait probablement plus que le loyer de la plupart des gens. Ils sont entrés dans la salle de conférence en bavardant et en riant, complètement détendus et inconscients. Puis ils ont vu les autres personnes dans la pièce et leurs expressions ont changé instantanément. « Émilie, dit mon père lentement, qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont toutes ces personnes? Veuillez vous asseoir, dit David d'un ton professionnel. Je suis David Rodriguez, l'avocat d'Émilie. Voici Margaret Chen, experte comptable, et le détective Johnson de la brigade financière. Nous avons des choses à discuter avec vous. J'ai vu la couleur disparaître de leur visage quand ils ont réalisé ce qui se passait. Jennifer a même reculé d'un pas vers la porte, mais le détective Johnson était déjà positionné là. Je ne comprends pas, dit ma mère, la voix tremblante. Émilie, de quoi s'agit-il? Je l'ai regardée pendant un long moment, me souvenant de toutes les fois où elle m'avait serré dans ses bras et m'avait dit qu'elle m'aimait, de toutes les fois où elle avait proposé de m'aider avec mes finances, de toutes les fois où elle s'était renseignée sur mes économies et mes investissements avec une fausse inquiétude dans la voix. Il s'agit de l'argent, ai-je dit calmement. Il s'agit des 847 000 $ que vous m'avez volés au cours des 5 dernières années. Le silence dans la pièce était assourdissant. C'est ridicule, dit mon père, mais sa voix était faible. Nous ne vous avons jamais rien volé. Nous vous avons aidé à gérer vos finances. En transférant mon argent sur vos comptes personnels, ai-je demandé. En utilisant mes cartes de crédit pour vos dépenses personnelles. En falsifiant ma signature sur des documents d'investissement? Jennifer s'est assise lourdement sur une des chaises, le visage aussi blanc que du papier. J'ai des enregistrements, ai-je poursuivi, en sortant mon téléphone. Voulez-vous les entendre? J'ai passé l'enregistrement de cette première nuit, celui où il m'avait traité d'idiote et avait ri de la facilité avec laquelle il pouvait me voler. J'ai regardé leur visage en entendant leur propre voix admettre leur crime, plaisanter sur ma stupidité. Quand l'enregistrement s'est terminé, ma mère pleurait. Émilie, nous pouvons expliquer, commença-t-elle. Pas besoin d'explication, interrompit David. Madame Johnson, nous avons des preuves documentées de fraude financière systématique, de vol d'identité et de grand vol. Le montant total volé est de 847 327 $ et 89 cents, ce qui constitue de multiples chefs d'accusation criminels pour chacun de vous. Il fit glisser des copies du rapport de Margaret sur la table. Cette expertise comptable montre chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque transfert non autorisé. Nous avons 5 ans de documentation. Mon père ramassa le rapport avec des mains tremblantes. En feuilletant les pages, son visage passa du pâle au vert. Nous avons également des images de surveillance vous montrant en train de faire des achats avec les cartes de crédit d'Émilie, ajouta le détective Johnson. Nous avons des enregistrements de conversations où vous discutez du vol. Nous avons des documents concernant des achats coûteux effectués immédiatement après le transfert d'argent des comptes d'Émilie. C'est une affaire de famille, dit Jennifer désespérément. Émilie, nous sommes une famille.
Nous pouvons arranger ça entre nous. Je l'ai regardée, me souvenant de la façon dont elle avait ri en achetant des sacs de créateurs avec mon argent, de la façon dont elle m'avait traité de trop stupide pour comprendre leur escroquerie. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez décidé de me voler, ai-je dit. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous m'avez traité d'idiote dans mon dos. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Émilie, s'il te plaît, supplia ma mère. Nous rembourserons. Nous rembourserons chaque centime. Ne nous fais pas ça. Avec quel argent, ai-je demandé. L'argent que vous m'avez volé? L'argent que vous avez dépensé en vacances, en vêtements de créateurs et en dîners coûteux? Où allez-vous trouver près d'1 million de dollars? La vérité est que je savais déjà qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Margaret avait enquêté sur leur situation financière dans le cadre de son rapport. Ils avaient dépensé la plus grande partie de l'argent qu'ils avaient volé, et ce qu'ils n'avaient pas dépensé était immobilisé dans des actifs qui devraient être liquidés. Nous avons quelques options, dit David, sa voix froidement professionnelle. Vous pouvez accepter la restitution intégrale, ce qui vous obligerait à liquider tous les actifs achetés avec des fonds volés, à remettre tout l'argent volé restant et à conclure un plan de paiement pour le solde. En échange, Émilie envisagerait de ne pas poursuivre les accusations criminelles maximales. Quel type de plan de paiement, demanda mon père. Le solde restant après la liquidation des actifs serait d'environ 490 000 $, dit Margaret. Avec un plan de paiement raisonnable, vous seriez face à des paiements d'environ 3 200 $ par mois pendant les 15 prochaines années. Jennifer rit, mais c'était un son désespéré et hystérique. Nous n'avons pas 3 200 $ par mois. Nous n'avons pas 320 $ par mois. Nous avons dépensé l'argent, Émilie. Il est parti. Alors vous irez en prison, dit le détective Johnson d'un ton pragmatique. La fraude financière de cette ampleur est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans par chef d'accusation. Nous avons suffisamment de preuves pour accuser chacun de vous de plusieurs chefs d'accusation. Émilie, dit ma mère, en tendant la main vers moi à travers la table, tu ne peux pas envoyer ta propre famille en prison. Nous t'avons élevé. Nous t'aimons. J'ai regardé sa main tendre la main vers la mienne et je n'ai ressenti que du dégoût. Vous m'avez élevé pour que je sois honnête et digne de confiance, ai-je dit. Vous m'avez appris que la famille était censée se soutenir mutuellement, et non se voler mutuellement. Vous m'avez appris que je devais toujours dire la vérité, alors que vous avez passé 5 ans à me mentir en face. J'ai retiré ma main de la sienne. Vous ne m'aimez pas, ai-je continué. Vous aimez mon argent. Vous aimez la facilité avec laquelle vous avez pu me manipuler. Vous aimez à quel point j'étais confiante et stupide. Mais vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas vrai, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Alors pourquoi l'avez-vous fait, ai-je demandé. Si vous m'aimez, pourquoi m'avez-vous volé? Si vous m'aimez, pourquoi vous êtes-vous moqué de moi? Si vous m'aimez, pourquoi m'avez-vous traité d'idiote dans mon dos? Elle n'avait pas de réponse. J'aurais besoin de votre décision aujourd'hui, dit David. Nous pouvons soit procéder immédiatement aux accusations criminelles, soit vous pouvez accepter la restitution intégrale et nous pouvons discuter d'un accord de plaidoyer. Mon père regarda ma mère, puis Jennifer, puis me regarda à nouveau. En quoi consisterait exactement la restitution intégrale? Margaret ouvrit son dossier et sortit un autre document. Vous devriez renoncer à la maison. Elle a été achetée avec un acompte qui provenait de l'argent volé à Émilie. Vous devriez renoncer aux 2 voitures achetées au cours des 3 dernières années. Jennifer devrait rendre tous les bijoux et articles de créateurs achetés avec des fonds volés. Vous devriez liquider vos comptes d'investissement et remettre tous les actifs en espèces. C'est tout, dit Jennifer calmement. C'est toute notre vie. Non, ai-je dit. C'est toute ma vie. C'est la vie que vous m'avez volée. Même avec la liquidation complète des actifs, continua Margaret, il resterait un solde d'environ 470 000 $ qui devrait être remboursé avec intérêt au fil du temps. Et si nous acceptons cela, Émilie ne portera pas plainte, demanda mon père. David me regarda. Nous avions discuté de cette possibilité, mais la décision me revenait en fin de compte. J'y ai pensé pendant un long moment. J'ai pensé aux 5 années de mensonges, au rire, à la trahison totale de la confiance. J'ai pensé à la façon dont ils m'avaient traité d'idiote, à la façon dont ils avaient volé ma sécurité financière, à la façon dont ils prévoyaient d'acheter une maison de plage avec mon argent. J'envisagerai des accusations réduites, ai-je dit finalement, mais il y aura quand même des accusations.
Vous ne pouvez pas voler près d'1 million de dollars et vous en tirer sans aucune conséquence. Quel type d'accusation réduite, demanda ma mère. Fraude criminelle avec une recommandation de probation au lieu d'une peine de prison, dit le détective Johnson. Vous auriez des casiers judiciaires, mais vous ne purgeriez probablement pas de peine de prison si vous vous conformez à la restitution intégrale. Ma famille se regarda. Ils étaient piégés, et ils le savaient. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, dit mon père. Vous avez jusqu'à lundi, répondit David. Si vous n'acceptez pas la restitution intégrale d'ici lundi matin, nous déposerons des accusations pour le montant total avec une recommandation de peine maximale. La réunion s'est terminée avec ma famille qui est sortie dans un silence stupéfait. Je les ai regardés partir, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. C'étaient des gens que j'avais aimés, des gens à qui j'avais fait entièrement confiance, des gens que j'avais considérés comme mes alliés les plus proches dans la vie. Mais ils avaient fait leur choix il y a 5 ans lorsqu'ils avaient décidé de me voler. Maintenant, c'était à moi de faire le mien. Au cours du week-end, j'ai déménagé toutes mes affaires de la maison d'hôte dans l'appartement d'Ethan. Je ne supportais pas l'idée de passer une autre nuit sur leur propriété. Lundi matin, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nous accepterons vos conditions, dit-il calmement. Restitution intégrale, liquidation des actifs et les accusations réduites. Bon choix, ai-je dit. La procédure judiciaire a duré 6 mois. Pendant ce temps, j'ai vu la vie de ma famille s'effondrer complètement. Ils ont dû vendre la maison et déménager dans un petit appartement. Ils ont dû renoncer aux 2 voitures et acheter une berline d'occasion. Jennifer a dû rendre des milliers de dollars de bijoux et de vêtements de créateurs. Mes parents ont dû liquider leur compte de retraite et leur portefeuille d'investissement. Plus important encore, ils ont tous dû plaider coupables d'accusations de fraude criminelle. Ils ont chacun reçu 3 ans de probation, des travaux d'intérêt général et des casiers judiciaires permanents. Le montant total récupéré s'élevait à 542 000 dollars en espèces et en actifs. Les 490 327 dollars restants ont été structurés sous la forme d'un plan de paiement qui leur prendrait 15 ans à compléter, en supposant qu'ils puissent maintenir les paiements mensuels. Pendant ces 6 mois, aucun d'eux n'a essayé de me contacter directement. J'ai entendu dire par des amis communs qu'ils disaient aux gens que j'avais surréagi et que tout cela était un malentendu. Certains parents ont pris leur parti, disant que la famille devait pardonner à la famille et que j'étais trop dur. Je m'en fichais. J'avais appris à la dure que tous ceux qui partagent votre sang n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Le jour où le règlement a été finalisé, j'ai reçu un appel de Jennifer. C'était la première fois que l'un d'eux me contactait depuis la réunion dans le bureau de David. Émilie, dit-elle, et je pouvais entendre qu'elle pleurait, je suis tellement désolée. Nous sommes tellement désolés. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Vous n'avez jamais voulu vous faire prendre, ai-je corrigé. Ce n'est pas vrai, dit-elle. Nous t'aimons. Tu nous manques. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de réparer ça? J'ai pensé à sa question. Pourrions-nous réparer ça? Pourrais-je leur faire confiance à nouveau? Pourrais-je les regarder sans me souvenir de la façon dont ils avaient ri en me volant? Jennifer, ai-je dit, comprends-tu ce que tu m'as fait? Nous avons pris de l'argent, dit-elle. Nous savons que c'était mal, mais... Vous n'avez pas pris de l'argent, ai-je interrompu. Vous avez volé mon avenir. Vous avez volé ma sécurité financière. Vous avez volé 5 années de ma vie où j'aurais pu construire de la richesse au lieu de me demander pourquoi je n'arrivais pas à progresser. Nous pouvons te rembourser, dit-elle désespérément. Avec quel argent, ai-je demandé. Vous l'avez dépensé. Il est parti. Même si vous effectuez tous les paiements pendant les 18 prochaines années, vous ne pourrez jamais me rendre les 5 années que vous m'avez volées. Alors c'est tout, demanda-t-elle. Nous ne sommes plus une famille. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez décidé de me voler, ai-je dit. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous m'avez traité d'idiote. Nous avons cessé d'être une famille le jour où vous avez choisi l'argent plutôt que l'amour. J'ai raccroché le téléphone. C'était il y a 2 ans. Mes parents et Jennifer ont effectué exactement 14 de leurs paiements mensuels obligatoires. Ils ont manqué 4 paiements et, selon David, ils sont déjà en retard sur leur calendrier de restitution. Je n'ai jamais parlé à aucun d'eux depuis cet appel téléphonique avec Jennifer. J'ai utilisé l'argent récupéré comme acompte pour une belle maison dans un quartier de l'autre côté de la ville. Ethan et moi nous sommes fiancés l'année dernière, et nous prévoyons notre mariage pour le printemps prochain.
Nous avons construit une vie ensemble basée sur l'honnêteté, la confiance et le respect mutuel, des choses que je sais maintenant être précieuses et rares. Je travaille toujours dans la même agence de marketing, mais j'ai été promu 2 fois et je gère maintenant ma propre équipe. J'ai également créé une entreprise parallèle pour aider les personnes qui ont été victimes de fraude financière. Il s'avère que l'abus financier familial est plus courant que la plupart des gens ne le pensent, et mon expérience m'a aidé à guider d'autres personnes à travers le processus de rétablissement et de justice. Certaines personnes pensent que j'ai été trop dur avec ma famille. Ils disent que les liens du sang sont plus forts que tout, que la famille devrait pardonner à la famille, que j'aurais dû régler ça en privé au lieu d'impliquer des avocats et la police. Mais je sais quelque chose que ces gens ne comprennent pas, la vraie famille ne vous vole pas. La vraie famille ne se moque pas de votre douleur. La vraie famille ne passe pas 5 ans à systématiquement trahir votre confiance tout en vous traitant d'idiote dans votre dos. La famille dans laquelle je suis né m'a montré sa vraie nature quand elle pensait que je n'écoutais pas. La famille que j'ai choisie, Ethan, mes amis proches, mon mentor David, même mon experte comptable Margaret, qui est devenue une bonne amie, m'a montré à quoi ressemble la vraie loyauté et l'amour. Je dors bien la nuit en sachant que j'ai fait le bon choix. J'ai retrouvé ma sécurité financière. J'ai des gens dans ma vie qui se soucient vraiment de moi. Et j'ai la satisfaction de savoir que les actions ont des conséquences. Ma sœur avait raison sur une chose dans cette conversation que j'ai entendue, je suis assez intelligente pour comprendre. J'ai compris exactement qui ils étaient vraiment et j'ai compris exactement comment les faire payer pour ça. Et malgré ce qu'ils pensaient, je n'ai jamais été trop stupide pour vérifier mes comptes, j'étais juste trop confiante pour croire que les gens que j'aimais me trahiraient un jour si complètement. Mais j'ai appris, et je me suis assuré qu'ils apprennent aussi. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, mes parents occupaient des emplois à temps partiel pour essayer de suivre leur paiement de restitution. Jennifer vivait dans un studio et travaillait dans un magasin de vente au détail. Ils ont perdu leur belle voiture, leur maison confortable, leur sécurité financière et leur réputation familiale. Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Quant à moi, j'ai eu quelque chose de mieux que la vengeance, j'ai eu la justice. J'ai récupéré mon argent. J'ai récupéré ma vie. Et j'ai eu la satisfaction de savoir que l'idiote de la famille était assez intelligente pour les détruire.